Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et on parle encore d'une équipe espagnole, la 4e de 2e division. Et aujourd'hui on va parler d'Euskaltel Euskadi, les Basques espagnols. Et on va voir un petit peu comment la saison 2023 s'est déroulée, les objectifs pour 2024, ce que l'équipe peut faire en 2024, les coureurs à suivre. Les transferts, on va parler de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous allez suivre, qui vous a plu en 2023, qui vous a déçu en 2023. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le début des compétitions en direct, notamment le Down Under à partir de mardi. On va essayer de faire une présentation demain du parcours. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est l'objectif demain de faire une présentation des 5 étapes, de parler un petit peu de cette course qui est toujours atypique. Et puis, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à soutenir mon travail en faisant un super thanks. Je remercie les gens qui le font, voilà, si vous le souhaitez, bien entendu. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et le petit pouce bleu, ça permet de savoir si la vidéo vous a plu ou vous a déçu. Et puis ça permet de la relayer aussi un petit peu plus sur YouTube. Euskaltel Euskadi, l'équipe basque. Alors, l'équipe basque a eu plusieurs époques. Là, c'est vrai que l'époque, on va dire, actuelle a démarré en 2018 avec la Fondation Euskadi. Il faut savoir que cette équipe-là avait eu une précédente vie dans les années 90-2000, où ça s'appelait déjà Euskaltel Euskadi, mais ce n'est pas la même structure du tout qu'à l'époque. Équipe qui, principalement composée d'Espagnols basques, ça c'est la base quand même, l'identité de cette formation, même si ensuite on est parti sur les coureurs qui avaient des origines basques de par leurs grands-parents mais qui n'étaient pas toujours espagnols, notamment il y a eu un Vénézuélien, c'était Vénézuélien, je ne sais plus. Ensuite ça a été les basques français, puisque Romain Sicard notamment, et puis après vers 2012-2013 c'était un petit peu tout le monde à partir du moment où ça pouvait apporter des points au niveau World Tour. L'équipe donc s'est arrêtée en 2013 et repartie en 2018, au départ qu'avec Euskadi et ensuite avec les deux ensemble. Et en cette année 2023-2024, eh bien, on va voir l'apparition d'un coureur qui n'est pas espagnol, ce qui est très rare encore une fois dans cette formation à Euskaltel, à Euskadi. C'est pas le plus gros budget de 2e division, même si c'est pas le plus petit non plus. Mais c'est là où tu vois que en 2e division, le budget c'est pas simple. Et encore une fois, on parlait c'est un peu une ritournelle, mais on parlait de visibilité potentielle pour ces équipes-là. C'est vrai qu'Euskaltel cette année n'a pas fait la Vuelta en 2023. Forcément, ça te réduit ta visibilité pour les équipes espagnoles. Même s'ils se sont bien battus sur la première partie de saison, c'est vrai qu'ensuite ça a été un petit peu plus compliqué. Donc ouais, cette saison 2023 qui est marquée par une non-participation à la Vuelta, c'était le cas de ces dernières années, mais il fallait tourner au niveau des équipes, car Rouen ne l'avait pas fait depuis quelques temps. Et puis surtout du côté de Euskaltel, on a fait un gros début de saison. Vraiment, la première partie de saison était vraiment très intéressante. On sentait qu'ils cherchaient vraiment à prendre des points UCI, que c'était leur objectif. Godson Martin finit 7ème de la Classicat Comunat Valenciana, Soto finit 6, ce qui avait déjà bien lancé la saison. Dès le premier jour de l'année, tu commences fort. Et puis il y a eu du Biscara, il y a eu sur le Tour des Alpes, sur cette première partie de saison, le Trofeo Cesc Salines, avec également Carlos Canal. Donc vraiment sur la première partie de saison, l'objectif principal était vraiment d'aller marquer des gros points, parce que l'équipe en avait cruellement besoin. Il faut bien le dire, que l'équipe avait besoin de prendre des points pour la suite, en se disant peut-être que si l'objectif c'était d'aller marquer le maximum de points, ou peut-être que l'équipe qui aurait le maximum de points pourrait avoir une qualif. Et on a vu ça aussi avec Burgos. Il y a eu une vraie bagarre en début de saison entre les équipes espagnoles qui avaient décidé de vraiment se montrer
pour la suite de la saison et pour avoir la qualif du côté du Tour d'Espagne. Bon, ça n'a pas été le cas pour Euskaltel. C'est quand même une saison qui est, je trouve, meilleure que les années précédentes au niveau UCI, même s'ils finissent mal. Encore une fois, c'est cette fin de saison qui est décevante. Ils sont en 34e au classement UCI avec 1461 points. Ils sont pas très loin, encore une fois, d'une équipe comme Kern Pharma qui est 31. Ils sont pas très loin, encore une fois, de cette 30e place. Le problème, c'est que ils ont pas marqué aussi bien la fin de saison que la première partie de saison. Je trouve qu'il y a vraiment eu une difficulté sur la fin de saison. Encore une fois, ça peut aussi se comprendre quand ton objectif de faire la Vuelta s'est envolé. Alors après, tu as ce côté l'esprit vengeur, on va dire, qui peut s'activer. Et ça tient un temps, ça peut pas tenir 6 mois. Et donc je pense qu'au bout d'un moment, ça a été compliqué. Cette équipe est un petit peu rentrée dans le rang, mais c'était quand même bien mieux que d'habitude. C'était une équipe qui parfois avait du mal à rentrer 45, 46. Donc là, ils sont presque 10 places devant au niveau du classement UCI. Parce qu'ils ont compris aussi, on leur a mis la pression. Il faut bien le dire, comme à certaines équipes italiennes. Je pense à Coratec, mais on pouvait penser aussi à Hello Cometa, qu'il fallait marquer des points désormais, qu'on ne prendrait plus n'importe qui. Qu'il fallait avoir un minimum de niveau pour aller sur les grands tours, qu'on en avait marre d'avoir des équipes ou des coureurs qui n'avaient pas forcément le tempo pour aller chercher des résultats sur les grands tours. Et donc l'UCI a décidé de taper un petit peu du poing sur la table de ce côté-là. Que dire de la saison 2023 ? C'est dommage, ça manque un peu de victoire, c'est un peu comme Kern Pharma. Surtout en comparaison de Cara Rural, mais même en comparaison de Burgos, je trouve que ça manque un petit peu de victoire. Et puis encore une fois, dommage cette deuxième partie de saison, parce que ça leur coûte des sacrés points, le fait de ne pas avoir été ultra performant sur certaines courses. Donc là, c'est dommage. Et puis j'espère qu'en 2024, ils vont réattaquer fort. Ça, je pense, ça va être le gros objectif, c'est d'attaquer fort dès le 20 janvier. La Classica de Comitat de Valenciana, cette deuxième course, la Ruta de la Ceramica, également le dimanche. Ça, c'est une nouveauté. Et puis ensuite, on attaquera le Trofeo Palma de Majorque, Calva, Trofeo Cés Salines, Serra de Tramuntana. Ça sera pas la semaine prochaine, ça sera la semaine d'après, où il y aura un gros programme avec ces Trofeo Palma de Majorque. Qui, encore une fois, c'est le début de saison, ça permet de remettre en route. C'est pas forcément important de les gagner, mais c'est bien de se montrer sur au moins une d'entre elles et de faire un petit résultat, tu vois, un petit top 5, top 6, c'est pas mal sur ce type de course si tu veux lancer ta saison. On regarde tout de suite les victoires. Alors là encore, quand je disais que c'était dommage au niveau des victoires, c'est que tu n'as que 2 victoires sur l'année, sur la même course qui est le Tour du Portugal. L'étape 6 pour Luis Andral Maté. L'étape 10 pour Tsao Ming Risti, c'était un contre-la-montre. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce que sur une course comme celle-là, où en plus cette année, il y avait de la place. C'était pas une course vraiment avec un gros tempo. Le Tour du Portugal, parce que il y a eu quand même des affaires, que les équipes portugaises ont été un petit peu en difficulté, on va pas se mentir, avec le dopage. Ça n'aide pas, et c'est vrai que c'est un peu dommageable de pas avoir réussi à gagner un petit peu plus. Et Luis Andral Maté s'est imposé devant un coureur qui s'appelle Artem Nish, coureur russe, qui est chez Glass Drive, et Ivan Kobo, qui est chez Kern Pharma, et César Fonte chez Radio Popular. C'était un sprint. Bon, les sprints sur le Tour du Portugal, c'est pas vraiment la spécialité de l'équipe. Coureur Artem Nish qui avait couru chez Gazprom, il fait partie des nombreux coureurs qui étaient passés chez Gazprom, et qui a été champion de Russie également en 2021, donc a trouvé un point de chute. Il y a 2 coureurs comme ça qui ont trouvé des points de chute chez Glass Drive. Il y avait quelques coureurs français, Léo Bouvier, Mehmet champion bicyclette, alors lui c'est un sacré personnage, hein. Je sais pas si vous l'avez vu ce mec-là. Bon, il a un niveau qui est vraiment pas bon, et surtout maintenant il court pour la Turquie, mais il a couru pour la France, et en fait il a réussi à changer. Il est né à Bondy, hein, c'est un mec qui est né en France. Il a réussi à changer de nationalité, tout ça aussi pour pouvoir courir sur certaines courses. Sauf que il est pas bon du tout en fait, hein, c'est pas un bon coureur.
Tu vois, quand tu finis 79e du Tour du Japon, et que bon, t'es quand même pas un champion du monde en puissance, puis surtout à 38 ans, mais le mec voulait courir. Bon. Ça, c'est toujours un peu les trucs du côté du cyclisme, et que l'UCI devrait un petit peu bloquer ce genre de choses. On passe donc au nombre de victoires par saison. C'est mieux que l'année 2022, non, c'est égal par rapport à 2022. En 2022, c'était 2 courses également au Portugal. C'était le Tour, la Volta ao Alentejo. Et puis en 2021, il y avait également 2 victoires. Tour de la région de Murcie pour la première. Et puis l'autre, c'était le Tour, encore une fois, d'Alentejo pour Juan José Lobato. On passe aux coureurs, au transfert, plutôt, avant les coureurs à suivre. Du côté d'Euskaltel Euskadi, on a 3 coureurs qui ont pris leur retraite, donc notamment Juan José Lobato, Peyo Goicoechea et puis Iker Ballarin. 2 coureurs ont rejoint Kern Pharma, c'est Soto et Iribar. Asparen rejoint Q36.5 et Carlos Canal qui rejoint la Movistar. Du côté des coureurs qui arrivent, on a donc Jon Aberasturi qui était chez Lidl Trek, Victor Delaparté chez Total Energy, Bolton Equities Black Spoke, c'était l'ancienne maison de James Fouché. Xavier Cagnelas était chez Electro Hyper Europa, l'ancien nom de l'équipe des îles Baléares. Iker Bonillo était chez Green Project Bardiani. Et puis 3 coureurs qui étaient dans la réserve. Donc l'équipe Laboral Kucha Fondation Ciclista Euskadi, Nicolas Alustizia, Unai Zubeldia et Iker Mintigui. J'ai pas réussi à trouver si Unai Zubeldia c'est de la famille de Emar Zubeldia. C'est pas marqué sur Pro Cycling Stats. J'essaie de regarder à droite à gauche, mais bon, c'est pas un coureur très connu. Donc quand vous faites une recherche Google, ça va pas donner grand chose. À part si quelqu'un le sait, peut-être qu'il a eu l'info. Ça serait intéressant parce que c'était ce fameux premier coureur non espagnol qui avait réussi, grâce à sa grand-mère qui était basque, à intégrer l'équipe Euskaltel Euskadi. Bon, alors du côté de l'effectif, on a 21 coureurs. C'est plutôt dans la limite faible du côté des équipes de deuxième division. Le coureur le plus jeune, c'est Iker Bonillo, il a 20 ans et 189 jours. Le coureur le plus âgé, c'est Luis Andrel Maté, à 39 ans et 297 jours. 5 coureurs ont 30 ans ou plus. Mikel Historia, Mikel Biscara, Jon Aberasturi, et puis Delaparté et Maté qui ont même plus de 35 ans. Et puis on a 8 coureurs qui ont moins de 25 ans. Andoni Lopez de Abechuco, Xavier Berachzategui, Xavier Izaza, Enekoich Asparen, Iker Mintegui, Nicolas Alustiza, Unai Zubeldia et Iker Bonillo. Je m'excuse pour mon accent basque. Déjà l'espagnol pour moi c'est pas simple parce que j'ai fait allemand LV2, mais alors le basque c'est encore plus compliqué. Bon, cet effectif, on est vraiment sur un effectif qu'on avait avant dans les équipes espagnoles et qu'on a un petit peu perdu ces derniers temps. C'est-à-dire des anciennes stars qui n'ont plus forcément le niveau pour être dans des grosses formations. Voire des coureurs qui n'ont pas réussi à performer en World Tour comme le cas d'Aberasturi. Et puis on tente des coups du côté des jeunes, même si encore une fois la formation espagnole c'est un petit peu compliqué. Je connais pas totalement le cyclisme espagnol, mais je trouve quand même que souvent les coureurs qui viennent des amateurs espagnols ont beaucoup de mal à être performants sur la suite. Je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre le niveau en monde amateur et le niveau professionnel, encore plus qu'en France. On a eu ce problème-là en France, ça a été un petit peu réglé par les réserves. En Espagne, il y a toujours ce décalage-là qui, je trouve, est assez important, avec des jeunes qui ont souvent du mal à performer sur leurs premières années. Les contre-exemples, alors il y a eu Valverde, qui est un contre-exemple, mais c'était il y a aussi 15 ans, même 20 ans, son début de carrière. Non, parmi les contre-exemples, c'est Ayuso et Rodriguez, mais ce sont des coureurs qui n'ont pas commencé dans une équipe espagnole, donc qui ont été formés un petit peu différemment. Donc peut-être que ça a joué également. Mais oui, il va falloir... En fait, ils perdent quand même des bons coureurs. C'est ça leur souci. C'est qu'ils perdent des coureurs qui ont marqué des points ces derniers temps. Notamment, moi je trouve que la grosse perte pour eux, c'est
Si tu regardes, c'est Asparen quand même, ça leur a apporté de la visibilité. C'est vrai que Soto aussi a apporté pas mal de points sur l'année, et c'est vrai que ça te met un petit peu en difficulté pour ensuite obtenir des points pour 2024. On regarde tout de suite les coureurs à suivre. Premier coureur à suivre, Victor Delaparté. Alors pourquoi? Parce qu'il a un contrat de 2 ans et j'attends vraiment de voir ce que ça va donner Delaparté. C'était pas dégueu chez Total Energy, même si sur la dernière saison, enfin les 2 dernières saisons, il a été assez peu utilisé, il faut bien le dire. L'année dernière, il a 25 jours de course. Donc vraiment, il a quasiment pas couru. Et quand tu regardes, en plus, il a fait que 2 courses en juillet avec l'équipe. Il a quasiment pas couru entre avril et la fin de saison avec Total Energy. Donc je ne sais pas s'il y a eu des problèmes avec Jean-René Bernodeau, il y a dû avoir surtout des problèmes physiques. Je n'ai pas totalement suivi la saison de Delaparté. C'est vrai que c'est un mec qui sort de 2 saisons qui ont été compliquées. La première année chez Total Energy était plutôt bonne en 2021 et ensuite ça a été beaucoup plus compliqué au niveau des résultats. Donc c'est un coureur qui est capable d'obtenir des résultats sur des échappées, notamment sur les grandes courses. Pourquoi pas sur le Tour de Catalogne, pourquoi pas sur Grand Camino aussi. Après, pour jouer le général, il est capable de jouer un top 15 sur ces courses de stop-là, de ce niveau-là. Mais mieux que top 15, c'est quand même compliqué pour Delaparté. C'est quand même un coureur qui a une belle... qui n'a fait que 6 grands tours, je regardais, à 37 ans. C'est très rare, mais c'est un coureur qui est passé très longtemps en Continental, notamment chez Car Rural. Il a commencé chez Car Rural, mais Vorarlberg, il a fait FAPL aussi, il a fait beaucoup d'équipes où en fait... et en plus, il a fait qu'une Vuelta. C'est peut-être aussi pour ça qu'il avait envie d'y aller. Il a quasiment pas de grand tour. Je pensais qu'il avait beaucoup. Je ne m'attendais pas à un chiffre aussi faible. Donc c'est aussi l'objectif, je pense. C'est de se dire, il me reste peut-être 2 ans de carrière. Parce qu'après, au-delà de 39, ça va être compliqué quand même pour Delaparté. Après, c'est quand même extrêmement rare. Et en se disant, pourquoi pas aller chercher un top résultat. Je regardais sur ces saisons. Il avait fait 4ème du Tour des Asturies. En fait, non, je pensais qu'il avait fait une meilleure première saison que ça avec Total. Je le voyais beaucoup dans des échappées. Ça allait peut-être pas souvent au bout pour Victor Delaparté. Les 2 dernières années chez Total, seulement 31 jours de course en 2022 et donc 25. Donc c'est très faible. Et en 2021, il avait fait, dans une saison complète, il a été à 67. Donc ça fait depuis 2 ans qu'il galère, donc il aura peut-être l'envie de repartir, d'avoir des résultats. Aberasturi, là aussi on est sur un coureur qui a eu 2 saisons très compliquées chez Lidl, chez Trek, c'est Gaffredo, Lidl Trek. Il n'a jamais réussi à trouver l'ouverture. Ça reste un bon sprinter. Il redescend en 2ème division, il connaît bien les courses espagnoles. Il connaît très bien le calendrier espagnol, parce que il a quasiment toujours couru sur ces courses-là, donc ça va être son objectif, d'aller marquer des gros points. Il a un calendrier qui est très chargé sur le début de saison, notamment avec Grand Prix de Denain, le Cœur-Corseux, il y a également le Trophée au Palma, les courses en Espagne, donc très très gros programme. Tour de la Communauté de Valence, Tour de la région de Murcie également. On va voir ce que ça va donner pour Coco, mais on attend un retour quand même, parce que les 2 dernières saisons, c'était vraiment catastrophique. C'est pas le plus grand sprinter au monde, Aberasturi, mais bon, il est capable normalement de claquer des résultats. Lui aussi, un contrat de 2 ans. James Fouché, lui, il a un contrat d'1 an. James Fouché, grand vainqueur du Grand Prix Cerami, vainqueur également du classement de la montagne du Tour de Grande-Bretagne cette année, vainqueur du classement de la montagne du Tour de Poitou-Charentes, là c'est un petit peu plus facile, je dirais qu'il y a un peu moins de difficultés, 16e du circuit de Charleroi-Wallonie, 18e du Grand Prix Industria et Artigianato
Début de saison où il avait été sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race où il avait pris la 20e place aussi de cette épreuve. Bah, il a réussi à trouver un point de chute. Alors en Europe, peut-être pas forcément l'idée au départ, mais il a réussi à trouver un point de chute. Alors c'est Jean-Claude un petit peu faillitas parce qu'il a commencé chez Wiggins. Wiggins a fait faillite. Bon, ensuite, il a été chez Mitchelton Scott. Il a été stagiaire, ça n'a pas pris. Et ensuite, il a fait Hagens Berman Axeon, c'est-à-dire qu'on croyait beaucoup en lui. Black Spoke depuis 2021, où il était en continental, ça veut dire qu'il a eu beaucoup de mal à trouver, à faire des grands résultats. 2022, il est notamment champion d'Océanie de course sur route et vainqueur de la Ronde de l'Oise. L'année dernière, donc Grand Prix Cerami. C'est un coureur, je pense, où ils ont réussi à tirer un gros coup du côté d'Euskaltel, c'est-à-dire que c'est pas un coureur normal. Ils prennent pas de coureur néo-zélandais, c'est le seul coureur néo-zélandais, je pense, qui court chez Euskaltel. Mais je pense qu'ils ont dû voir qu'il y avait peut-être une possibilité de faire des résultats avec lui, puis ils se sont dit, bon, il doit pas être cher. Un an de contrat, c'est pas une énorme prise de risque du côté d'Euskaltel. Donc soit il obtient des gros résultats, ils arrivent à le relancer, et pourquoi pas le garder l'année d'après. Bon, soit il n'obtient pas des grands résultats et il s'en débarrasse à la fin de la saison sans trop de problèmes. Johan Baou, lui, il est là depuis très longtemps dans cette formation. Il avait commencé chez Nippo Vini Fantini. Ça fait depuis 2020 voilà, qu'il est dans cette équipe. Des résultats, quand même, l'année dernière, 4e du Tour de Langawi, notamment. 10e du Tour de Burgos aussi. 11e du Tour of Kinkelec. Et 12e du Tour des Asturies parmi ses résultats. Donc ici, Johan Baou, c'est une des têtes d'affiche de cette formation. C'est-à-dire qu'il va avoir 27 ans, même dans 2 jours, le 16 janvier, pour le Tour de Under. Il n'y participe pas. Et du côté de... Il avait commencé dans l'équipe Polartec. Donc la réserve, l'équipe un petit peu qui a formé au Locometa. Donc avec l'équipe de Contador. Donc derrière... En fait, moi je pense que Johan Baou, ça fait partie de ces coureurs où il y a toujours eu beaucoup d'attentes sur eux. Déjà parce que pendant très longtemps, on le disait un peu sprinter. Ce qui est... Je suis pas vraiment sûr le cas. Je suis pas convaincu que ce soit là où il ait les meilleures qualités, mais c'est vrai que c'était... notamment sur la chaîne d'équipe où il disait souvent au sprint Johan Baou. Bon, il n'a jamais eu de très grands résultats au sprint. Et surtout, ça fait partie, je pense, des espoirs qui n'ont jamais vraiment réussi à confirmer. Ça fait partie des coureurs où il y a beaucoup d'attentes parce qu'à 15 ans, ils sont très forts. Sauf que à 20 ans, 10 ans plus tard, tu t'aperçois que le mec a toujours pas de résultats, comme ça, Moumen. Il y en a d'autres comme ça. Et Johan Baou, ça fait vraiment partie des espoirs déchus, un petit peu, du côté du cyclisme. Et puis, je termine avec 2 coureurs, Biscara, parce que à 34 ans, c'est toujours lui qui apporte les gros résultats dans cette équipe. Il a qu'une victoire chez les professionnels. Je trouve ça tristoun. En plus, une étape du Tour d'Aragon. Mais c'est un coureur qui amène souvent les meilleurs résultats de cette équipe, notamment 10e de la Mont Ventoux, 12e du Tour des Alpes. Donc c'est un coureur qui est très intéressant et qui est très régulier ces dernières années. Et puis Unai Zubeldia, jeune coureur de 20 ans, espagnol, né à Ibarra, parce qu'il a quelques résultats chez les jeunes en Espagne, donc c'est peut-être un coureur qui a un petit potentiel. Voilà, et puis je me dis, Zubeldia, c'est peut-être de la même famille que Emar Zubeldia, donc c'est pour ça. Je me suis dit que je voulais le suivre. Le maillot 2024, ils ne l'ont pas encore annoncé du côté de cette formation. On devrait repartir sur la même couleur de maillot que l'année dernière, il ne devrait pas y avoir de surprise, donc un maillot qui est très identifiable. Encore plus depuis qu'Uno X a décidé de changer ses couleurs. Donc avec un maillot orange qui flash énormément et qui représente les couleurs du Pays Basque et l'attachement de cette équipe et des sponsors au Pays Basque depuis des années. Donc on verra ça, j'espère, sur les routes de la prochaine Vuelta. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!